sur le micro. Non, je... Ils sont qui pour faire là. Approcher, tu vas pas essayer de projet. Non, t'inquiète Tu pas, vas mal t'inquiète au pas. rein. Il n'y a pas de souci, on a l'habitude. Ouais. Ah bon. Alors, bonjour, monsieur Anténor Abaza, comment allez-vous? Bonjour monsieur Luce, ça va? Pas trop mal, oui. Les sargasses ne vous importunent pas trop, vous, là où vous êtes? Pas particulièrement, je les vois passer en quantité, en nombre, elles arrivent en bas de chez moi, elles repartent, elles vont et viennent quoi. Alors, d'où viennent... Enfin, déjà, les sargasses, bon, c'est pas apparu il y a 7 ans, ce sont des algues qui ont toujours existé. C'est un phénomène naturel. Très Déjà, bien. c'est comme l'herbe qui pousse sur la terre, la pelouse. Simplement, c'est une végétation qui pousse sur l'eau de mer. Et d'où elles viennent? De la mer des Sargasses, tout simplement. Cette mer des Sargasses, c'est une mer qui a plusieurs millions d'années d'existence et qui est là depuis, comme on dit, non ici, et dont plusieurs chroniqueurs ont relaté l'existence et les aventures au sein de cette mer des Sargasses, y compris Christophe Colomb. Alors justement, c'est tout récent, on vient d'entendre parler de cette mer de Sargasses. Avant, la théorie, c'était effectivement que ça venait probablement du Brésil à cause de la pollution marine. Ah non, ça c'est la théorie, c'est pas la théorie. Disons que c'est la nouvelle mode actuellement, c'est de dire qu'elle vient du Brésil. En fait, les Sargasses ont pour origine la mer des Sargasses. Cette mer des Sargasses se trouve dans ce qu'on a appelé le triangle des Bermudes pour l'essentiel, entre Miami, Porto Rico, les îles des Bermudes et dans l'océan Atlantique. Il se trouve que cette mer des Sargasses, c'est un endroit où ça s'appelle un gire, c'est un endroit où il y a des algues qui flottent et qui sont en quantité importante et qui sont coincées parce que les courants les font tourner en rond, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant, donc elles ne s'en échappent pas. Il se trouve que de temps en temps, la courantologie de l'Atlantique varie. Et le Gulf Stream notamment, et ces sargasses s'en échappent en quantité. Alors elles s'en échappent tout le temps, toujours, mais cette fois-ci en quantité. Et elles sont reprises par les grands courants de l'océan Atlantique Nord, qui repassent le long des côtes qui les font passer le long des côtes de l'Europe, de l'Afrique, et avec les courants sud, les courants équatoriaux au sud, ces algues reviennent par les Antilles en passant le long des côtes de l'Amérique du Sud, en venant des côtes africaines, en passant le long des côtes d'Amérique du Sud. Alors qu'il y a un nouveau gire qui se soit établi, et c'est pas si nouveau que ça, parce qu'il y a un gire dans l'Atlantique, on va dire sud, et qu'elle soit reprise dans ce gire-là, et que ça se concentre à nouveau dans ce gire-là, pourquoi pas? Je ne suis pas contre cette théorie. Et en plus, on dit que ce gire, ces sargasses dans ce nouveau gire, seraient alimentés par comment on appelle ça, des actions de l'homme liées à la déforestation, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud. Pourquoi pas? Bon, mais ces sargasses, bon, elles sont pas nées là. Elles sont pas spontanément créées là. C'est des sargasses qui sont arrivées là et qui sont coincées dans un gire. Tout comme le plastique, je crois qu'il y a aussi un gire de plastique dans ce coin-là. Alors, mais on se pose une question, les sargasses, bon, on en a beaucoup entendu parler il y a 7 ans de ça, après le premier gros échouage. Est-ce que finalement elles ont dévié? Qu'est-ce qui s'est passé? Les courants se sont modifiés et les emmènent droit sur nous maintenant? C'est-à-dire qu'on a pris conscience que ces sargasses pouvaient être envahissantes en 2011, il y a 7 ans de ça. Mais ces sargasses ont toujours existé. Et moi, dans ma jeunesse des années 50, 60, on avait des quantités impressionnantes de sargasses sur nos rivages, notamment sur les plages du bas du fort. Les plages du bas du fort qui n'existent plus, puisque ce sont que des maisons en bord de mer. Mais avant, on avait des plages, il n'y avait pas de maison au bas du fort. C'était la Nationale 4 qui passait là pour aller au Gosier, au pied de l'ex-boîte Le Zénith, hein, c'était la Nationale 4. Et il n'y avait pas de plage, il n'y avait pas de maison, c'était pratiquement des plages. Et là, j'ai connu des sargasses en quantité. Alors, je ne peux pas vous dire maintenant s'il y a beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, puisqu'on ne les a pas quantifiés, mais j'ai des souvenirs d'adolescents où il y avait énormément de sargasses, à tel point que gamins, on jouait avec ça, on jouait dedans, on s'en envoyait comme si c'était des jeux, on en mettait dans les maillots de bain des filles, je suis désolé pour vous, mesdames, mais ça faisait partie des jeux d'adolescents qu'on avait à l'époque avec nos copines de l'époque, quoi. Et je ne sais pas si les gens s'en rappellent, il y a beaucoup de témoignages aussi de pêcheurs à Sainte-Anne, qui ont pêché dans les sargasses, et qui repéraient certains types de poissons dans les sargasses, et en fonction de la présence du poisson trompette ou pas, enfin c'est ce qu'ils m'ont expliqué, ils savaient où trouver des langoustes. Les sargasses, ça a toujours existé. Alors maintenant qu'il y en ait plus, pourquoi pas? Que la courantologie est beaucoup variée, pourquoi pas? Qu'elles viennent maintenant plus du Brésil, du Sud, que directement du Nord, pourquoi pas? Mais ça n'explique pas pourquoi il y a des sargasses à Punta Cana, par exemple. Et ces domaines, c'est la frontière sud de la mer des Sargasses. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà, c'est pour ça que je me pose aussi beaucoup de questions. Les sargasses, c'est un phénomène naturel. On est dépassé par ça, parce que c'est un phénomène naturel qui vient s'échouer sur nos plages, sur nos rivages, nos littoraux. On n'arrive pas à s'en
à s'en débarrasser parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas les empêcher de s'échouer, on n'arrive pas à les empêcher de s'échouer, et une fois qu'elles sont échouées, on tarde 3-4 jours à les récupérer. Le résultat, ça devient effectivement un enfer pour les populations qui habitent sur le littoral, malheureusement. Alors c'est si compliqué que ça finalement de les récupérer en mer? Mais j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste des barrages en mer et des choses comme ça. On sait faire des barrages en mer pour les plans Polmar, etc. Il y a des gens aux États-Unis qui savent faire. Je pense que la solution, en fait, effectivement, c'est de les empêcher d'atterrir, donc de toucher terre, donc de faire des barrages ou de les récupérer en mer avec des navires spécialisés. Je crois que les Bretons font ça avec des algues brunes. Hein, les Bretons récupèrent des algues brunes et les transforment en engrais bio. Justement, on a entendu cette théorie-là aussi à ça existe sur Internet. Ah oui, Sainte-Lucie apparemment font ça aussi. Ça existe sur Internet sur le site de l'ANSES.fr, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a un produit bio qui s'appelle Nutriactive et qui, si vous recherchez les caractéristiques sur ce site-là, la France a donné des brevets d'exploitation de ce site, de ce produit, issu d'algues brunes en tant que produit bio. Donc on doit pouvoir en faire quelque chose. Bah oui, puisque l'hydrogène sulfuré et l'H2S rentrent dans la composition d'engrais. Non, ça, l'hydrogène sulfuré et l'H2S, c'est des choses qui viennent de la décomposition. C'est pas les produits naturels, ça n'existe pas dans les sargasses. L'hydrogène sulfuré, l'H2S, c'est le résultat de la décomposition de ces algues à terre. En mer, il n'y a pas d'hydrogène sulfureux. Et dans ces sargasses, à l'état naturel, il n'y en a pas. Donc si elles arrivent à infester l'air ambiant de nos littorales, des gens qui habitent dans le coin, c'est tout simplement parce qu'elles sont stagnées plusieurs jours sur le littoral et qu'elles sont en train de mourir. Donc il faut les traiter même avant la décomposition. Bien sûr, il faut les traiter avant d'arriver à terre. Si on n'arrive pas à les empêcher d'arriver à terre, une fois qu'elles ont touché terre, il faut trouver le moyen de les éliminer et de les stocker quelque part, surtout pas en grande épaisseur, pas plus de 10 cm d'épaisseur. Et puis les étaler le plus possible de façon à ce qu'elles ne se décomposent pas en fabriquant de l'H2S. C'est la décomposition qui fabrique l'H2S. C'est exactement comme nos fosses septiques, c'est exactement comme nos œufs pourris, c'est exactement comme les boules puantes de mon enfance à l'école. On avait de l'H2S dans des billes en verre qu'on lâchait de la salle de classe et à ce moment-là il n'y avait pas cours, tout le monde sortait. C'est un produit naturel l'H2S quelque part. C'est un produit de la planète Terre, c'est un produit de la décomposition organique, c'est un produit émis par les volcans. La Soufrière est des premiers émetteurs d'H2S en Guadeloupe. Les gens de Matouba, Papa, ils vivent là-dedans depuis leur naissance jusqu'à leur mort. L'H2S en plein air n'est pas quelque chose de fondamental. C'est vrai que les nuisances avec les grandes quantités de sargasses que l'on a, avec les grandes décompositions que l'on a, provoquent des nuisances aux gens et je comprends qu'ils puissent avoir des gènes. C'est normal d'éloigner les nourrissons, c'est normal d'éloigner les personnes âgées, c'est normal que ça attaque le matériel électronique, le matériel ferreux, cuivré, etc. Tout comme à la Soufrière, nos appareils avaient des problèmes avec ça, à l'époque, indépendamment de l'acide. C'est tout à fait normal, mais c'est pas pour ça que ça attaque le corps humain. L'H2S, c'est un des rares gaz que l'homme peut respirer tant qu'il le sent, qui n'est pas dangereux, tant qu'il le sent, bien entendu, en plein air, et qui en plus s'élimine de manière naturelle une fois qu'on est sorti de cette zone. Le H2S s'élimine. Alors que les gens qui font leur footing le long des routes nationales, les gens qui font leur footing en bord de route fréquentée, ils respirent du CO2, du monoxyde d'azote, du dioxyde d'azote, et ça s'accumule dans le corps humain, ça ne s'élimine pas. Et c'est inodore, incolore, et ça donne le cancer. Mais le problème avec le H2S, c'est un peu... on dit des odeurs toxiques, on dit... Oui, alors ça devient la déformation. L'H2S est toxique et létal, il tue, comme si vous êtes en atmosphère confinée. C'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse attention à la Soufrière quand on allait dans des trous. Dès qu'on sentait le souffle, on était tranquille, parce qu'on sentait l'H2S. Mais une fois que vous ne le sentiez plus et qu'il y en avait, dans une atmosphère confinée, dans une grotte, il fallait faire attention, il fallait qu'on s'en sorte. Parce que c'est dangereux dans ce cas-là. L'H2S a la fâcheuse propriété de désensibiliser les capteurs du cerveau qui font qu'on ne le sent plus quand il y en a beaucoup trop. On ne le sent plus. Et quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en situation de létale, c'est-à-dire de début de danger de mort, quoi. Vous êtes en danger de mort. Mais ça, c'est en situation confinée. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, si vous voulez rester en bord de mer, dans les odeurs d'H2S, surtout, premièrement, mettez votre lit en hauteur, parce que c'est un gaz lourd qui reste près du sol, premièrement. Et deuxièmement, ventilez votre maison le plus possible. Laissez l'air passer, même s'il y a des mauvaises odeurs, parce que sinon, si vous fermez, vous êtes en atmosphère confinée, faites du confinement, et à ce moment-là, vous aurez tous les problèmes liés à l'H2S. Donc, si on ne veut pas évacuer, si on est tenu de rester, on ne veut pas partir,
ventiler votre maison le plus possible, même s'il y a des mauvaises odeurs. Ça, c'est important. Alors, est-ce que l'Agence régionale de santé a raison de dire, bon, c'est pas nécessaire d'évacuer si on n'atteint pas des seuils? L'Agence régionale de santé prend ses décisions, ils ont les éléments pour cela. Les seuils, effectivement, 5 ppm, c'est pas des seuils extraordinairement violents. Les seuils létaux, les seuils qui amènent des problèmes, c'est à partir de 200, 300, 400 ppm. Donc c'est 10 à 100 fois plus que les seuils qui sont actuellement mesurés sur les plages. Donc moi je ne vais pas prendre des décisions pour eux ni leur donner des conseils, ils savent ce qu'ils font. Honnêtement, si on s'arrête à des chiffres qu'on mesure, en plus ce sont des mesures ponctuelles et il y a un état de donné à un moment donné, même si on a 5 ou 10 ou 20 ppm, ça ne veut pas dire qu'on a ça tout en permanence sur 24 heures. On peut en avoir beaucoup plus, voire moins. Certainement pas beaucoup plus. On en aura certainement beaucoup moins parce que c'est dilué dans l'air ambiant. Alors l'inconvénient de l'H2S aussi, c'est qu'il faut 3 molécules pour que ça empeste l'atmosphère. Donc il suffit, dès qu'on le sent, au contraire, c'est mieux que de ne pas le sentir en fait. C'est vraiment un gaz qui est atypique. Dès qu'on le sent, on est plus en sécurité que si on ne le sent pas. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Alors c'est pas les odeurs qui rendent malade. Alors évidemment, il ne faut pas être allergique, il ne faut pas être sensible, il ne faut pas avoir ce genre de problème. Mais pour un individu normal, je suis désolé, les odeurs, si on veut les subir, on les subit, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas dangereux pour la santé de l'individu qui doit les subir. Simplement, c'est lui qui a envie de les subir ou pas. S'il peut partir, il part. Mais j'appelle ça une nuisance. C'est désagréable, j'appelle ça une nuisance. Mais c'est pas quelque chose qui va le rendre malade. D'autant plus que s'il s'en sort de cette zone, il va se désintoxiquer tout naturellement. D'accord. Donc il faut attendre quoi? Que ça passe juste? Ou finalement gérer cette crise-là de manière plus appropriée? Attention, il faut trouver le moyen de les utiliser. Il faut trouver le moyen de les éliminer. Il faut trouver le moyen d'éviter que les gens soient en permanence dans ces espèces de nuisances d'odeur. Ça, c'est évident. Attention, c'est bien ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut croiser les bras et attendre que ça se passe. Non, il faut trouver une solution pour le faire. Le problème des sargasses, c'est que si on veut les exploiter de manière industrielle ou plus ou moins agro-industrielle, il faut qu'il y ait une production permanente de sargasses. Or, l'épisode que nous vivons actuellement, je ne suis pas sûr que dans 5 ans ou dans 10 ans, on l'ait toujours. D'accord? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui revient périodiquement sur nos côtes. Ça a l'avantage de revenir tous les 40 à 70 ans, on n'en sait rien. Mais c'est aussi un gros avantage, c'est grâce à ça qu'on a des oursins, des lambis, des langoustes, des palourdes, parce que contrairement à ce qu'on montre et qu'on laisse penser, c'est quelque chose qui vient ensemencer notre littoral. C'est bourré de rogues, c'est bourré de vivants, c'est bourré de larves, de langoustes. Et quand on connaît le cycle des langoustes qui est de l'ordre de 3 à 5 ans, selon si c'est des brésiliennes ou des royales, je parle des langoustes là, dans quelques années, cet épisode de sargasses de 2018 va nous donner des langoustes en quantité dans nos assiettes d'ici 2021, 2022, etc. Comme les épisodes de sargasses de 2011 nous ont amené des langoustes à Noël 2014 et jour de l'an 2015. Et ainsi de suite. Donc quelque part, il y a un aspect positif. Maintenant, à nous aussi d'essayer de trouver des idées positives, des solutions positives pour essayer d'éliminer cela, de les utiliser. Alors, j'en sais rien, mais on peut en faire, paraît-il, des panneaux de particules, on peut en faire de l'énergie, on peut en faire du charbon actif. Le problème, c'est que même si on invente une technologie pour pouvoir s'en débarrasser et les utiliser, il faut être sûr qu'on puisse avoir ça de manière continue encore sur 5 ans, 10 ans. Exact. Et toute idée industrielle, je ne sais pas si elle pourrait être pérenne, parce que c'est un phénomène qui, à mon avis, n'est pas un phénomène qui va durer au-delà de 10 ans. Ça va peut-être arriver de manière plus souvent périodique et tout ça, mais pour l'instant, pour moi, c'est un phénomène périodique qu'on a, puisqu'on n'a pas la mémoire de ça, alors que ça s'est déjà produit. D'accord? Voilà. C'est juste mon argumentation. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Anténor Rabazak, pour ces explications. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.